Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire extraordinaire de Joe Simpson et Simon Yates, deux alpinistes britanniques dont l'expédition sur la Sula Grande en juin 1985 a donné lieu à l'une des histoires de survie les plus incroyables de tous les temps. Joe Simpson, 25 ans, et Simon Yates, 21 ans, se lancent dans l'ascension de la face ouest de la Sula Grande, une montagne haute de 6344 mètres située dans les Andes péruviennes. L'expédition des deux alpinistes britanniques a cependant déjà commencé plusieurs mois auparavant, avec une planification minutieuse. Ils sont déterminés à conquérir cette montagne emblématique sur laquelle beaucoup d'autres alpinistes ont échoué avant eux. Après une première journée d'escalade réussie, ils se creusent un igloo pour la nuit afin de s'abriter et de se reposer, confiants sur leur succès à venir. L'ascension reprend tôt le second jour et les parties techniques s'enchaînent. Joe et Simon affrontent des pentes glacées et des sections rocheuses escarpées en utilisant toutes leurs compétences en escalade et leur équipement pour surmonter chaque obstacle. Chaque mètre gagné signifie une victoire sur la montagne, surtout à cette altitude. Mais l'arrivée soudaine d'une forte tempête de neige et la chute des températures les incitent à creuser dans la neige pour se faire un abri et y passer une seconde nuit. Malgré la montée en style alpin qui incite les alpinistes à pousser vers le sommet le plus rapidement possible, sans emporter beaucoup de provisions, Simon et Joe n'ont pas d'autre choix que de laisser passer la tempête et de repousser de quelques heures leur quête du sommet. Après des heures matinales d'escalade exigeantes, Joe et Simon atteignent enfin le sommet de la Sula Grande à environ 15 heures. Ils sont extatiques, mais restent mesurés car ils savent ce que tous les alpinistes savent. 80% des accidents arrivent sur la descente. Ils savourent le sommet, mais décident rapidement de se remettre en route. Dès le début de la redescente, ils perdent beaucoup de temps dans la traversée d'une crête de neige qu'ils avaient sous-estimée. Joe et Simon avaient bien prévu d'effectuer leur redescente par ce chemin-là, pensant que cette crête demanderait moins de passages en rappel que leur route de montée. Mais la neige fraîche et les ravins vertigineux leur font perdre beaucoup plus de temps et d'énergie qu'anticipé. Et voilà maintenant que les nuages arrivent de l'est et que le temps se détériore rapidement. Un brouillard épais enveloppe la montagne, réduisant considérablement leur visibilité. Simon et Joe se perdent et s'écartent sans le savoir peu à peu de la crête de neige qu'ils devaient suivre. Les pentes enneigées sont traîtresses et le brouillard rend chaque pas incertain. Simon ne remarque pas qu'ils sont maintenant de retour sur la crête de neige et celle-ci cède sous son poids. Il est heureusement retenu par Joe et ne chute pas plus bas que la corniche. Mais l'incident met en évidence la dangerosité croissante de la situation. L'obscurité arrive et la nuit est difficile, puisque la bouteille de gaz qu'ils ont emportée est maintenant vide et ils ne peuvent plus faire fondre de la neige pour s'hydrater. La matinée se déroule bien et les alpinistes achèvent la partie la plus technique de la descente. Ils sont confiants et pensent pouvoir rallier le camp de base avant la fin de cette journée. C'est dans ce moment de relaxation que Joe, alors en aval de Simon, découvre un nouveau mur de glace à descendre. Rien d'anormal, et Joe se met en position pour effectuer le passage technique. Mais alors qu'il commence à s'abaisser, il sent que la neige ne répond pas comme d'habitude à sa prise de piolet. Et lorsqu'il essaye de le planter à nouveau, la neige instable ne retient pas son piolet droit, et Joe part en arrière et chute sur plusieurs mètres. Il retombe mal, entend un crack. Il ressent tout de suite une douleur vive qui le fait presque s'évanouir. Il crie de douleur et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Lorsqu'il regarde sa jambe, il comprend que celle-ci est cassée et qu'il est maintenant dans une situation désespérée. Joe Simpson écrivit plus tard « Ma jambe droite était bloquée en arrière. Mon tibia avait frappé dans mon fémur et le choc avait continué jusqu'à mon articulation du genou.
J'avais déchiré mon ligament croisé antérieur, endommagé mon nerf fibulaire et détruit le cartilage des 2 ménisques. Je m'étais aussi fracturé le talon et la cheville. La douleur était atroce. Joe regarde au-dessus de la paroi et voit son compagnon qui arrive. Il constate alors l'effroi et la haine dans le regard de Simon. Une blessure à cette altitude met en danger la survie des 2 alpinistes, et Simon et Joe en sont bien conscients. Refusant d'abandonner Joe à son sort, Simon prend rapidement la décision d'agir. Il noue 2 cordes ensemble et utilise l'inclinaison de la pente pour faire descendre Joe par tranche de 50 mètres, en l'assurant sur chaque relais. La douleur est immense pour Joe, car sur chaque descente, sa jambe fracturée ressent les à-coups du terrain, et chaque heure est un supplice pour lui. Mais c'est leur seule chance de survie, et les 2 alpinistes continuent et répètent le procédé, balançant entre la nécessité de descendre rapidement et les cris de douleur de Joe Simpson. En 1 heure, ils viennent à bout de 91 mètres. Il leur en reste plus de 800 avant de parvenir sur le glacier. Et le jour décline. La raison aurait dû les pousser à se construire un igloo pour se reposer. Mais le besoin de survie et l'adrénaline les poussent à continuer leur descente. Alors que Simon estime être bientôt sorti de la pente principale, Joe sent que la pente s'accentue, que la descente s'accélère et que la neige fait place à de la glace. Il crie pour demander à Simon de bloquer la corde, mais malgré ses cris répétés, il est trop tard. Joe fait une chute dans le vide. De son côté, Simon n'a pas entendu les cris de Joe à cause des bourrasques de vent, mais il sent la vive tension soudaine de la corde et le poids important qu'il doit maintenir. Il ne comprend pas ce qui se passe et attend que Joe lui donne du lest rapidement. Mais Joe est suspendu dans le vide, au-dessus d'une crevasse sombre dont on ne voit pas le fond. Il est dans une situation critique. Il sait qu'il n'y a pas de longueur de corde suffisante pour le déposer au-dessus de la crevasse. Il n'y a donc qu'une seule solution. Essayer de remonter à la corde. Mais avec ses mains gelées, il a beaucoup de mal, et il perd l'un des nœuds cruciques nécessaires pour se hisser. Simon, de son côté, fait preuve d'un courage extraordinaire en tenant la corde en tension dans le froid pendant plusieurs heures, glissant dans la poutre qui ne le retient pas et qui l'amène doucement plus près de la chute dans la crevasse. Il se retrouve dans une situation impossible. Le temps passe. L'incertitude grandit. Je me suis retrouvé à tenir cette corde tendue, sans aucune idée de l'état de Joe en bas de la crevasse. Le froid était intense, mes mains étaient engourdies, et je luttais contre l'épuisement. Chaque minute qui passait était une éternité. Simon est confronté à une décision déchirante. C'était un choix impossible. D'un côté, je devais continuer à tenir la corde et espérer que Joe réussirait à remonter. D'un autre côté, chaque minute passée dans le froid extrême mettait nos vies en danger, Daniel inclus. Simon doit alors prendre cette décision impensable. Il coupe la corde pour sauver sa propre vie. Couper la corde a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. C'était comme abandonner un ami, mais c'était aussi le seul moyen pour moi de survivre et de rechercher de l'aide. Joe Simpson fait alors une chute dans le vide, dans le noir, dans l'inconnu. Simon Yates reste groggy, assis, accablé par la honte et le sentiment de culpabilité. Il pense avoir tué Joe. Cependant, contre toute attente, Joe survit à sa chute de 40 mètres, atterrissant sur un rebord neigeux de la crevasse. À quelques mètres près,
il serait tombé beaucoup plus loin dans le fond. C'est un petit miracle. Mais sa situation n'est guère positive. Il regarde de tous côtés et comprend vite qu'il est prisonnier de la glace. Simon descend la montagne seul, rongé par le chagrin et la culpabilité, mais déterminé à vivre pour raconter l'histoire. Il réussit à se sortir du glacier en retrouvant les traces qu'ils avaient laissées à l'allée et éviter les crevasses, mais il marche comme un fantôme en direction du camp de base. Après avoir crié en vain toute la matinée en espérant de l'aide de Simon, Joe sait qu'il doit agir seul. Comme remonter n'est pas une option, il prend la décision difficile en fin d'après-midi de descendre dans les profondeurs angoissantes de la crevasse. Chaque mètre de descente est un pas de plus dans l'inconnu et l'obscurité. Joe a consciemment évité de faire un nœud au bout de la corde, en se disant qu'il vaudrait mieux tomber s'il ne trouvait rien en bas, plutôt que de rester accroché dans le piège de glace. Après une descente d'environ 25 mètres, il touche une passerelle de neige et de glace et remarque une ouverture vers le haut de cette passerelle, avec des rayons de soleil au bout du tunnel. C'est une voie de sortie inespérée qui s'offre à Joe Simpson. Et malgré la douleur dans sa jambe, il suit le tunnel de lumière et se hisse en dehors de la crevasse. Simon, lui, a réussi à rentrer au camp de base, dans un état de fatigue et de déshydratation extrême. Il retrouve Richard, qui voit arriver un mort-vivant aux doigts gelés et au regard hagard. Sans parler, il comprend qu'un drame s'est produit et aide Simon jusqu'à sa tente pour l'aider à se reposer. Joe Simpson se rend rapidement compte qu'il est dans une situation extrêmement critique. Seul, blessé, sans nourriture, sans eau et encore très éloigné du camp de base. Mais il n'abandonne pas. En se traînant sur les fesses, il avance mètre par mètre, se fixant des objectifs de temps et de distance pour chaque étape à passer. Répétant incessamment ce procédé de motivation psychologique, il prend les épreuves les unes après les autres, étape par étape. Il s'entraîne même dans la nuit pour éviter l'hypothermie, se souciant peu du risque réel de tomber dans une nouvelle crevasse. Déterminé à retrouver le camp de base, Joe continue son voyage éprouvant et solitaire. Blessé, affaibli et exposé aux éléments impitoyables, il puise dans ses ressources mentales et physiques pour avancer, guidé par son amour de la vie et de sa volonté inébranlable de rentrer chez lui. Chaque mètre est un supplice, chaque rocher une souffrance, chaque étape un marathon. La fatigue, la soif incessante et les hallucinations l'amènent proche de la folie et de l'abandon. Simon se sent déprimé au camp de base et Richard prend la décision qu'il vaut mieux lever le camp le jour suivant pour réduire l'impact psychologique du survivant qui ressasse la tragédie. La décision est prise, ils partiront le jour suivant. La nuit est très belle, le ciel dégagé, et Joe s'évanouit après des efforts surhumains. Quand il se réveille, les étoiles l'entourent, et il sent enfin un moment de calme l'envelopper. La lutte reprend, et Joe est bientôt à bout de force. Cependant, une source d'eau trouvée lui redonne de la force et de l'espoir. Puis des empreintes dans le sable lui donnent une seconde bouffée d'énergie, car il pense que Simon et Richard sont partis à sa recherche. Simon a lui demandé un jour supplémentaire d'attente à Richard, qui accepte à contre-cœur. Ils brûlent même les affaires de Joe pour finaliser leur deuil et dire adieu à leur ami qu'ils pensent mort dans la montagne.
Joe n'est pas mort, mais son extrême fatigue amène des épisodes de folie intenses et des désespoirs profonds. Les hallucinations sont de plus en plus fortes et la lutte pour avancer de plus en plus difficile. Une nouvelle nuit tombe et il se persuade que personne ne l'attend, que Simon et Richard ont levé le camp. Cela fait maintenant presque 4 jours que Simon ne l'a pas vu, et il n'y a pas de raison d'attendre aussi longtemps. La nuit du 7e jour tombe, et dans son délire, Joe sent une odeur. Il se demande s'il est envisageable que cela vienne du camp et se met alors à crier « Simon! Simon !» Ce sont ses dernières forces. Il sent la fin proche et sait qu'il a tout donné et qu'il ne peut plus avancer. Ses cris sont réellement son dernier espoir. Mais personne ne répond. Simon et Richard sont dans leur tente et ont entendu ce cri. Ils sortent rapidement et remontent 200 mètres en amont du camp. Ils ne peuvent pas croire leurs yeux. Joe est là, allongé, par terre. Un corps et un visage meurtri ressemblant à un fantôme. C'est un miracle. Ils le ramènent vers leur tente et font tout leur possible pour soutenir leur ami. Rapidement, Joe remercie Simon d'avoir coupé la corde, enlevant cette culpabilité des épaules de son ami. Les jours qui suivent sont un long périple douloureux à dos d'âne jusqu'à la civilisation, ainsi qu'un long séjour à l'hôpital. Joe perdit un tiers de son poids durant cette épreuve, mais après 6 opérations, il recommença l'escalade en 1987, seulement 2 ans après son accident. Simon retourna en Angleterre et fut l'objet de nombreuses critiques pour avoir coupé la corde qui le reliait à son partenaire d'escalade. Joe, lui, l'a toujours défendu.